Bonjour tout le monde, vous écoutez un podcast qui porte sur la philosophie, la méditation et toute chose spirituelle. C'est l'épisode 7, il me semble. Après un long hiatus et bouche cousue. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais mon objectif est de faire 10 épisodes. Et ensuite, j'aurai un autre objectif qui est d'en faire 10 de plus. Et ainsi de suite, probablement. Mais une fois que je serai parvenu à faire les 10 premiers, je crierai victoire. Mais pas trop fort, parce que j'ai pas envie de vous faire du mal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques idées que j'ai eues pour tenter d'éviter les malentendus, tenter d'éviter ces disputes où on ne comprend pas, on croit comprendre ce que l'autre dit, mais en fait on ne comprend pas, et réciproquement, notamment sur Internet. Je pense que faire attention à cela a deux bénéfices. Le premier, c'est la vie politique, d'essayer d'avoir des discussions plus intéressantes, pas des malentendus malheureux. Et le deuxième bénéfice, c'est notre propre hygiène mentale, notre propre vie émotionnelle. Je pense que ça peut à la fois stimuler la tolérance. J'ai lu cette expression sur Internet. Comment stimuler la tolérance chez les enfants. Donc je vais l'utiliser, même si c'est moche. Stimuler la tolérance dans la communauté politique des citoyens, mais aussi la tolérance permet de moins s'énerver, et donc c'est bon pour le cœur, personnellement. Et bien sûr, cela n'est vrai que si on parle de la tolérance qui naît de la reconnaissance qu'on ne sait pas tout, qu'il est difficile de savoir quelle est la vérité sur le monde, et donc qu'abstraitement on peut admettre l'idée que nos opinions sont fausses et que celles de l'adversaire sont vraies. Voilà, c'est de ce type de tolérance dont je parle. C'est pas d'une tolérance où on les déteste, mais pour le moment on va rien y faire. C'est plutôt une tolérance où on a déjà un pied vers l'autre, un pied vers autrui, un pied devant l'autre. Bref, je me perds. Donc j'ai envie de vous parler d'un type de malentendu que j'ai remarqué, et je vais commencer par le comparer à mon avis, ce que la plupart des gens admettraient comme un malentendu à éviter, c'est les citations prises hors contexte, les citations sorties de leur contexte. À mon avis, on est tous d'accord que c'est mal, que ce soit fait sciemment ou non. Mon exemple préféré de ça serait... Alors c'est un exemple inventé, mais on peut imaginer que c'était dans un livre avec un contexte qui permettrait d'éviter les malentendus, et contexte qu'on effacerait en sortant la citation du livre et en déformant ce que ça veut dire. Et l'exemple est le suivant. Épicure, qui était un philosophe qui pensait que le plaisir était ce qu'il y avait de plus important, et ce qu'il y a de plus important, invitait des prostituées de luxe dans son jardin. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas les références nécessaires pour comprendre ce qui se passe ici, premièrement, Épicure, oui, c'est un philosophe hédoniste, mais c'est un hédonisme ascétique, donc c'est pas l'épicurisme des publicités de foie gras qui sortent à l'approche du Nouvel An. Deuxièmement, les prostituées de luxe en question, elles n'étaient pas là pour faire la fête, elles étaient là parce que c'était l'un des rares groupes de femmes dans cette ville à cette époque qui étaient émancipées et suffisamment émancipées pour pouvoir suivre les cours d'un philosophe, si les autorisait à suivre ses cours, ce qui est le cas d'Épicure. Et troisièmement, le jardin, ça s'écrit avec une majuscule et c'est le nom de l'école d'Épicure. Donc c'est pas son petit jardin derrière sa maison. Donc
voilà, c'est pas une orgie, c'est un cours de philosophie. Et donc la citation, si elle est sortie d'un livre qui explicite ce genre de truc, est déformée et donne une image assez curieuse du philosophe Épicure. Tout ça, c'est ce qu'on veut dire généralement lorsqu'on parle d'une citation sortie de son contexte. Ça se passe en deux temps. Il y a d'abord l'auteur qui écrit un livre, et puis ou qui dit cette phrase parmi des gens qui comprennent ce qu'il veut dire. Et puis le deuxième temps, c'est on sort cette citation de son contexte, du livre, on l'utilise dans un contexte où c'est pas approprié, où on poste la vidéo du cours sur YouTube, exposed. Ça nécessite deux temps. Donc un temps où la citation est dans son contexte naturel, et un temps où c'est un poisson sorti de son aquarium qui se dessèche. Les métaphores que je fais aujourd'hui ne sont pas brillantes. Surtout qu'un poisson dans un aquarium, c'est déjà un poisson sorti de son environnement naturel. Donc j'aurais pu mieux faire. Ce dont je veux vous parler, c'est d'une forme de malentendu un peu plus subtile, similaire en ce qu'elle porte sur l'implicite des énoncés, mais plus difficile à détecter et moins facile à remédier, parce qu'ici on voit bien qu'il suffisait de donner plus d'informations sur ce sur quoi l'énoncé porte, Épicure. L'énoncé porte sur Épicure, on donne plus d'informations sur Épicure et le malentendu est dissipé. Il y a des énoncés où ce qu'il nous faut, ce qu'il nous manque pour les comprendre, ce sont les croyances que la personne qui parle a sur le contexte de sa prise de parole, et il nous semble qu'on devrait être sur la même longueur d'onde parce que on est témoin de sa prise de parole et il est en train de nous parler, donc on a l'impression qu'on parle du même contexte, mais il y a un désaccord sur les circonstances de la discussion, mais ce désaccord sur les circonstances de la discussion n'est pas rendu explicite, et au lieu de faire basculer le débat vers une métadiscussion, une discussion à propos de la discussion, les deux personnes qui se disputent vont faire comme s'ils se disputaient à propos de la chose dont ils veulent parler, par exemple Épicure. Lorsqu'on forme un énoncé, lorsqu'on dit quelque chose, si l'on parle d'un problème complexe ou d'un sujet complexe, alors on a besoin d'un point de départ qui nous sert de référence, non seulement pour les adjectifs gradables, ces adjectifs qui ont un niveau d'intensité, les choses sont plus ou moins grandes, plus ou moins petites, etc. Et en politique, les choses sont plus ou moins urgentes, plus ou moins importantes, plus ou moins ignorées, relativement dangereuses, relativement risquées. Tout ça, c'est une question de degré. Mais aussi, on a aussi besoin d'une référence pour déterminer la ferveur avec laquelle on devrait insister sur quelque chose, répéter quelque chose, faire plusieurs interviews, toujours dire la même chose, publier un livre, s'énerver, ce genre de choses. Et cette référence, c'est ce que l'on croit être les croyances qui portent à conséquences les plus répandues dans la communauté à laquelle on s'adresse. Donc pas toutes les croyances les plus répandues, pas toutes ces croyances qu'on croit stériles, qui ne portent pas à conséquences, juste les croyances qui portent à conséquences et qui sont aussi les plus répandues dans la communauté à laquelle on s'adresse.
La première chose à remarquer ici, c'est que souvent, la communauté à laquelle on s'adresse est mal définie. On ne se rend pas compte qu'on s'adresse à une communauté précise et pas à l'humanité tout entière ou au ciel des idées ou que sais-je. Deuxièmement, déterminer quelles sont les croyances qui portent à conséquence les plus répandues dans une communauté nécessite des outils statistiques importants. Peut-être qu'on les a pas, ces outils statistiques, ou peut-être que si on les a, on ne les consulte pas, on s'en tient à notre expérience limitée d'une communauté. On a rencontré 3 personnes qui disent cela, donc on réagit à cela, c'est un échantillon très limité de cette communauté. Troisièmement, les croyances qui portent à conséquence. Ça peut être des croyances qui portent à conséquence dans le sens où elles sont dangereuses. Si vous croyez ça, c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour la communauté, c'est dangereux pour tout le monde. Ça peut aussi être des croyances fertiles qui permettent d'avancer la recherche, qui permettent d'améliorer le monde. Et il y a peut-être une sorte de tension ici, où il est difficile de savoir si l'on devrait passer son temps à discuter des croyances fertiles ou à discuter des croyances dangereuses. Chaque minute passée à discuter des croyances dangereuses, c'est du temps soustrait à la discussion des croyances fertiles. Surtout si les croyances dangereuses appartiennent à une vision du monde obsolète qui ne permettent pas de discuter les deux en même temps. De faire d'une pierre 2 coups et en parlant des idées dangereuses, permet de parler de meilleures idées. Parfois, il semble que c'est juste du temps perdu. Il me semble que si j'ai raison à propos de ça, et qu'on reconnaît que c'est là notre référence lorsqu'on parle de sujets complexes, politiques et qui portent à conséquence. Alors, d'une part, il faut admettre qu'il y a plusieurs communautés pour discuter. Il n'y en a pas qu'une. On peut avoir des énoncés dans une communauté, imaginez, il y a les scientifiques d'un côté et les philosophes de l'autre. Imaginez. Si vous le voulez. Faites cet effort d'imagination. Peut-être que dans une communauté, on insiste trop sur ceci. Et dans l'autre, on n'insiste pas assez sur ceci. Ce qui fait qu'on doit adapter nos énoncés à la communauté à laquelle on s'adresse, comme on adapte le conseil qu'on donne à un ami selon ce que l'on sait de cet ami. Mais d'autre part, et c'est peut-être encore plus intéressant pour stimuler la tolérance, oui, j'utilise cette expression maintenant, et non, faut que j'arrête tout de suite, sinon, parce que je le fais ironiquement là, mais je vais continuer si je m'arrête pas tout de suite. Donc, promouvoir la tolérance et le pluralisme. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que c'est très difficile de savoir quelle est la vérité sur ce point de départ. Quelles sont les croyances qui portent à conséquence les plus répandues dans une communauté, dans la communauté, même si on prend juste à l'échelle nationale dans la France. C'est très complexe. D'une part, il faut savoir quelles sont les croyances les plus répandues. D'autre part, il faut savoir quelles sont les croyances qui portent le plus à conséquence. Non seulement les gens y pensent, mais ils font quelque chose avec ces croyances, ils agissent à partir de ces croyances. En plus, il faut déterminer est-ce que les croyances fertiles vont nous apporter des bénéfices plus vite que les croyances dangereuses ne nous apporteront des maléfices. Oui, c'est le pendant du mot bénéfice, donc des
des maléfices. C'est très complexe tout ça, et ça devrait nous inviter à faire preuve de plus de patience à l'égard des stratégies argumentatives des autres et du vocabulaire qui a été forgé avec ces stratégies argumentatives, qui est pas forcément un vocabulaire qui nous fait plaisir quand on l'entend. On peut être allergique parce que on l'associe avec un groupe politique qui n'est pas le nôtre. Toutes les fois où j'ai vu des remarques sur la méta-discussion, la discussion à propos de la discussion, et bien sûr mon expérience est limitée, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, mais toutes les fois où j'ai vu des remarques sur de méta-discussion, c'était pour jeter le doute ou le soupçon sur la personne qui parlait, pour dire « Ah oui, d'accord, mais c'est pas le moment de dire ça, il y a plus urgent, vous savez très bien ce que vous faites en disant cela à ce moment-là », et en répétant toujours la même chose, parce que la fréquence à laquelle on insiste sur quelque chose est l'un des problèmes auxquels on se confronte dès qu'on se demande à quel point il faut insister sur une chose, étant donné ce que la plupart des gens pensent à la base. À chaque fois que j'ai vu ce genre de remarques, de métadiscussion, c'était pour du soupçon, c'était pas pour reconnaître que c'est compliqué de choisir une stratégie argumentative, de savoir quelle est la bonne. Et il est probable qu'il faut multiplier les stratégies argumentatives, multiplier les conversations pour essayer de résoudre ce problème. Bien sûr, on peut avoir un avis sur la discussion qu'il est le plus urgent d'avoir. « Ah, il faut pas parler de ça, il faut parler de ça ». Et bien sûr, on peut avoir un avis sur la question, mais il faut admettre que c'est très difficile comme question. Et il est plus sage de multiplier les conversations qui ont des points de départ différents, qui disent « Bon, voilà ce qu'il est plus urgent de dire tout de suite. Et dans le cadre de cette discussion, nous n'insisterons pas sur cet autre aspect de la chose, mais nous faisons confiance au fait qu'il y aura d'autres conversations pour cela, et que on n'est pas dans une compétition pour monopoliser la parole. » D'ailleurs, l'un des remèdes de l'attitude acontextualiste naïve, ça serait les formats de discussion plus longues, plutôt que des mini-débats, mini-interviews de 5-10 minutes, des conversations longues qui ne donnent pas l'impression aux interlocuteurs qu'ils sont en compétition pour faire triompher leur propre interprétation de ce qu'il convient, de la façon dont il convient de corriger l'opinion publique en 5 minutes chrono. Il est plus sage d'avoir plus de conversations et de plus longues conversations, sinon on est toujours dans cette espèce d'insécurité de se dire, dans le meilleur des cas, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais c'est pas le moment de le dire, faut insister sur quelque chose d'autre. Voilà. Et c'est vrai qu'Internet a multiplié les conversations. Mais le problème, c'est qu'elle a aussi multiplié les expériences ultra sélectives et idiosyncrasiques. C'est comme ça qu'on dit ? Idiosyncratique ? Je vais googler. Ok, idiosyncratique, on en apprend tous les jours. Donc voilà, on a ces expériences très limitées, ces échantillonnages très limités de discussions sur Internet
qui dérègle notre boussole, qui dérègle notre référence, qui nous donne une fausse impression de ce que la plupart des gens pensent et de ce qu'est la discussion publique. On voit quelques tweets qui nous énervent et on se dit « Ah, c'est ça l'humanité, c'est ça que la plupart des gens pensent et ça porte à conséquence. » Et donc, il faut insister dans la proportion inverse, dans le sens inverse. Mais le plus grand risque de répondre à des idiots sur Internet, c'est pas de promouvoir leur vision du monde en faisant la publicité de leur intervention, de leur tweet ou de leur post. Le plus grand risque, c'est de promouvoir leur vision du monde en laissant celle-ci dérégler notre boussole interne. Il risque de laisser une trace et d'influencer tous nos énoncés suivants de telle façon que nos énoncés seraient taillés sur mesure pour ces idiots-là et ne pourraient pas être pertinents pour d'autres personnes, avec qui il est peut-être plus intéressant de parler. Donc voilà, ce que je propose, c'est un certain contextualisme des stratégies argumentatives. Avant de parler, ou lorsqu'on critique ses pensées, même lorsqu'on est en train de penser dans l'intimité de notre esprit, sans s'adresser à quelqu'un à voix haute, il faut se demander à qui je m'adresse là, à quoi je réagis, à quoi je réponds. Et de façon similaire, lorsque je vois un énoncé, je dois me demander à qui est-ce que cette personne répond, à quoi est-ce que cette personne réagit, à qui s'adresse-t-elle. Et juste parce que ce n'est pas parce que je parle la même langue que cette personne que cet énoncé est fait pour moi et que je peux le comprendre, juste parce que les mots sont tous là. Et que l'énoncé porte sur un état de choses sur lequel moi aussi je peux avoir une opinion. Et parfois, à mon avis, ces questions n'ont pas de réponse. Il n'y a pas assez d'informations disponibles pour savoir ce que la personne voulait vraiment dire à ce moment-là. Et donc, ce qu'il est sage de faire ici, c'est de suspendre son jugement. Je ne sais pas ce que la personne veut dire. En partie, c'est parce que la plupart des gens, la plupart du temps, et moi inclus, tout le monde, font preuve d'un manque de rigueur problématique lorsqu'il s'agit de définir à quoi ils répondent. Qu'est-ce qu'ils pensent être le statu quo épistémique qu'ils essayent de changer ou de confirmer, en tout cas de critiquer pour le confirmer ou pour l'infirmer. Ça m'étonnerait franchement que la plupart des gens, la plupart du temps, aient une vue large, scientifique du paysage intellectuel, épistémique dans lequel ils s'engagent en disant des choses. À mon avis, c'est plutôt qu'ils entendent quelques personnes parler d'une chose, d'un film par exemple. Ils entendent 5 personnes qui trouvent que ce film était génial, et il voit le film et il n'est pas si bien que ça, donc il dit voilà, le film est surcoté, overrated, sans se demander si leur expérience limitée est un bon échantillon de ce que la plupart des gens pensent du film. La suspension du jugement face à de tels énoncés devrait être plus fréquente. Je pense qu'aussi une certaine souplesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine souplesse par rapport à lorsqu'on entend les gens parler, de se dire d'accord, peut-être que c'est une bonne stratégie argumentative, peut-être que certaines personnes ont besoin d'entendre ça, et peut-être que les gens qui ont besoin d'entendre ça sont plus nombreux que
que je ne le soupçonnais, plus nombreux que je ne le pensais. Adopter cette perspective devrait aussi permettre de cultiver plus d'empathie, parce qu'il me semble que lorsqu'on essaye d'entrer en empathie, oui, j'invente des formules, mais vraiment, d'entrer en empathie avec quelqu'un qui croit quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord, il me semble qu'il y a une sorte de contre-coup de cette tentative d'empathie, parce qu'on se heurte à la dissonance cognitive d'une opinion qui n'est pas la nôtre. La définition d'une opinion, c'est cela que l'on croit être vrai. La définition de notre opinion, c'est cela que l'on croit être vrai. Et là, on essaie d'entrer en empathie avec une opinion que l'on pense fausse. Et donc, c'est une empathie bizarre où on essaie de se mettre à la place de l'autre, mais en fait, on ne fait qu'imaginer les circonstances et la chaîne de cause à effet qui a fini par faire que cet idiot croit cette idiotie. Et donc c'est pas vraiment ça n'apporte pas beaucoup ça n'incite pas beaucoup à la compassion de se demander pourquoi ceux avec qui on n'est pas d'accord ont ces idées bizarres. Alors que si on fait un pas en arrière et qu'on bascule vers un niveau de métadiscussion, alors on peut reconnaître la sagesse relative de leur rhétorique. On peut se dire, oui, effectivement, si je pensais que la plupart des gens surestiment cela ou que la plupart des gens sous-estiment cela, alors il serait tout à fait rationnel, tout à fait sage de parler tel que cette personne parle. Et la solution, c'est pas de se disputer sur la chose elle-même, mais sur la discussion, de rendre explicite les circonstances de la prise de parole. Voilà quelle est ma proposition un peu alambiquée pour un pluralisme, non pas vraiment des points de vue qui portent sur des états de choses indépendamment des participants à la discussion sur cet état des choses, mais plutôt un pluralisme des conversations, l'idée qu'on peut avoir plusieurs conversations différentes, parallèles, avec différentes qui insistent sur différents aspects d'un même état de choses. Ce qui m'intéresse au fond, c'est la façon dont a tendance à s'effacer les personnes qui discutent lorsqu'ils discutent de quelque chose, alors même que ça influence grandement les énoncés. On veut parler des choses elles-mêmes, mais c'est trop complexe. Et donc parfois, c'est plus facile de parler des gens qui parlent. Mais pas de le faire d'une façon soupçonneuse, intolérante, de qu'est-ce qu'il essaie de faire avec ses mots, il essaie de nous entourlouper. C'est vrai que les gens essayent de faire des choses avec leurs paroles, avec leurs mots, mais à mon avis, c'est souvent pour faire ce qu'ils pensent être le bien, et il n'y a pas à chercher une petite une conspiration, une manipulation dissimulée. Il y a juste à mieux les écouter et ils nous diront ce qu'ils essaient de faire avec leurs mots, et il y a une certaine méthode à leurs propos, à leur folie, qui mérite d'être explicitée. Bref, c'est la fin de cet épisode. Aimez-vous les uns les autres, cessez de vous disputer, n'allez pas sur Twitter, ne faites pas comme moi, et suspendez votre jugement plus souvent,
Ne partez pas du principe que tout énoncé est fait pour vous. Mangez plus de fruits et de légumes et contextualisez votre propos. Essayez de contextualiser ceux des autres. Et moi je vous dis au revoir.